on échoue, mais le plus grand échec est d'arrêter, d'essayer, puisque la réussite aime les gens tenaces, résilients et parfois même têtus. C'est midi en direct sur RTI1, on est ensemble. Bonjour à tous et bienvenue, et toujours pour vous accueillir, les applaudissements de ce chaleureux public dans l'Université du Maghreb. Bonjour les amis. Merci franchement d'être là à la tâche aujourd'hui. Je vous présente mes collègues. Ils sont bien en place. Alors elle a dépensé aucun sou pour son shopping la semaine dernière. Elle refuse de nous dire qui lui a tout payé. Je vous prie de saluer ici Cassandra Diké-Sicho. On vous a dit depuis hier qu'il est tombé amoureux d'une belle dame. On a enquêté. Il paraît que le nom de cette dernière commence par la lettre J. Ne vous inquiétez pas, on va continuer nos enquêtes jusqu'au bout de la semaine. S'il vous plaît, des salutations pour le doyen Cassie. Alors lui, c'est un mutant. Il se transforme semaine après semaine, jour après jour. Aujourd'hui, il se glisse, il se mue en philosophe complet. Recevons ici Docteur Philo. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être là, Jean-Michel. Et donc, vous parlez de philosophie tantôt, qui est cette science-là même, qui est la mère de toutes les sciences, je vous en prie donc. Et donc, nous sommes là avec tous ces dossiers pour débattre des dossiers brûlants et d'actualité. Alors, est-ce que vous avez regardé la série La Casa del Papel? Oui, de temps en temps. Vous connaissez le professeur? Bon, je sais pas, au risque bien entendu de me prendre au piège, je m'abstiendrai bien entendu. Le cinéma, c'est pas votre truc. Hein. Je vous en prie. Allez, merci beaucoup. Merci à vous, c'est la philosophie. Allez, pour vous, cette émission, nous avons un invité surprise qui nous ramène une excellente nouvelle tout à l'honneur de notre pays. C'est un grand champion qui fait son entrée. S'il vous plaît, on va tous se tenir debout. Pour accueillir Yves Roland. Alors, écoutez-moi juste une seconde. Ce monsieur est boxeur, champion du monde, 3 fois champion du monde. Enfin, d'abord champion du monde. Vous avez tellement de trophées, tellement de ceintures. Champion du monde, 3 fois champion d'Afrique et champion intercontinental de boxe thaïlandaise. J'ai trop aimé la réaction. J'ai entendu des gens dire « chi », mais vraiment « chi » quoi. Alors, Oli, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous sortez là d'un 3e titre de champion d'Afrique. C'était récemment, le 23 novembre dernier, à Lomé, face à l'Algérien Khalifa Yahya. C'est ça. Alors, le combat, il a duré combien de temps? Le combat, il a duré moins d'1 minute. C'est un Terminator. En moins d'1 minute, il décroche une victoire et surtout une ceinture de champion d'Afrique. Respect, monsieur, respect, franchement. Merci beaucoup. Respect. Merci beaucoup. Alors, la bonne nouvelle derrière ça, c'est que vous êtes invité à représenter l'Afrique au championnat du monde professionnel de boxe WMF en Thaïlande. C'est ça, en Thaïlande en 2020. Vous êtes le seul représentant du continent. C'est ça, en poids lourd. En poids lourd, c'est ça. Waouh. Et comment comptez-vous préparer ce grand rendez-vous? On va le préparer avec tout le sérieux possible. Comme d'habitude, on va travailler d'arrache-pied pour être prêt à cette grande messe là, de la boxe thaïlandaise en Thaïlande et représenter la Côte d'Ivoire, faire briller le drapeau encore. Voilà, c'est notre motivation, donc on sera prêt. En tout cas, on espère un 2e titre mondial puisque vous êtes déjà champion du monde en la matière. Vous êtes habitué à ce niveau de compétition. Est-ce que vous serez accompagné par des entreprises, des institutions qui vous aideront dans... Parce que ça coûte quand même de préparer un championnat du monde. Ça coûte de préparer un championnat du monde. On va continuer à faire du lobbying pour essayer d'attirer le maximum de sponsors, de partenaires, pour nous accompagner dans cette nouvelle mission, dans cette nouvelle saison qui commence. Et on les invite à s'intéresser à ce sport. Lancer l'appel à toutes ces entreprises, institutions dans notre pays. C'est un sport à soutenir. Et puis, vous nous ramenez toujours des médailles, vous glissez le drapeau orange, blanc, vert dans plusieurs pays, sur de grandes scènes. C'est ça. C'est même un sport qui intéresse de plus en plus de jeunes ivoiriens. Beaucoup plus de jeunes s'intéressent à ça. Il faut dire qu'il y a même des clubs qui ouvrent à l'intérieur du pays maintenant. Il y a une centaine de jeunes qui s'intéressent à ça. Dans les universités, il y a des équipes
qui pratiquent ce sport-là. Et donc, c'est un sport qui compte et qui commence à monter en Côte d'Ivoire. De par le monde, il y a plus de 110 pays qui le pratiquent. C'est un sport vraiment qui fait bouger les masses. Et voilà, on connaît la force du sport. Et franchement, en parlant de force, vous n'en manquez pas. Rien que le gabarit, il est impressionnant. Allez, merci beaucoup, Oli. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Et on est avec vous. Franchement, vous nous rendez fiers. Bonne continuation. Merci beaucoup. Trophée, ceinture. On vous souhaite énormément d'éclat. Merci beaucoup. Allez. Venez soutenir la Fédération ivoirienne ce samedi. Il y a un événement à la rue 12 au rond-point. Venez soutenir, il y a un autre événement. C'est à vous tout à quelle heure, rapidement? À quelle heure? À 15h. D'accord. Allez, bonne continuation. Et merci d'être passé nous saluer sur ce plateau. C'est à vous tout ça? C'est ça. Oui, c'est à lui tout ça. Naturellement, Mais un vrai grand champion. On vous donne tout ça là, il y a rien dedans, hein, parce que... Voilà, merci, vraiment, c'est bien. Naturellement. Félicitations, on viendra pour... Alors, mesdames et messieurs, le thème du jour, alors que Dr Philo fait son petit show sur le plateau, Philippe Simo, je n'avais pas droit à l'échec. Sa présentation apparaît chez vous tout de suite. C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau un entrepreneur africain hors pair, un homme de vision. Originaire du Cameroun, Philippe Simo est un jeune trentenaire marié et père de 2 enfants. Il est le dirigeant de l'entreprise Investir au pays, créée en 2018. Philippe Simo effectue ses études primaires et secondaires à Douala. Après l'obtention de son baccalauréat en 2005, puis son DUT en 2007, il s'envole vers la France pour un diplôme d'ingénieur industriel. Il travaille pendant 7 ans dans l'industrie nucléaire avant de se mettre à son propre compte. Je n'avais pas droit à l'échec. Voici une réflexion qui lui a permis aujourd'hui de relever de nombreux challenges. Amoureux de l'Afrique, aujourd'hui, il fait comprendre aux Africains l'urgence d'entreprendre en Afrique. Découvrons sur le plateau de C'est Midi l'histoire de Philippe Simo. Cher invité, Philippe Simo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau, vous êtes chez vous. Merci. Et pour vous installer, pour vous souhaiter l'Aquaba, une opinion, celle de notre humoriste, Dr Philo. Le thème du jour, selon Dr Philo. Merci beaucoup. Humoriste en même temps philosophe, vous avez manqué de le dire. Psychologue, voilà, c'est autant pour moi. Oui, hein? Pardonnez? Je m'en excuse. Voilà. Non, c'est tout un état d'esprit. Vous pouvez vous excuser, mais dans la forme et dans le fond, vous ne vous êtes pas excusé. Ah non, si, je le ressens vraiment. C'est la philosophie. Donc voilà, la philosophie qui est, je le disais tantôt, c'est la mère de toutes les sciences. Monsieur, quand on écoute son parcours, c'est tout un philosophe, c'est toute une philosophie. Je n'avais pas droit à l'échec, mais pourtant il a échoué. On ne peut pas traverser toute une... Je parle à la jeunesse. On ne peut pas traverser toute une vie sans aucun échec. Mais le problème, c'est comment appréhender l'échec. C'est comme ça que nous concevons la chose. Comment appréhender la chose? C'est-à-dire l'échec, il faut l'appréhender dans le sens positif. Il faut en tirer profit. Il faut en tirer des leçons. C'est ça. Nelson Mandela l'a dit. Il n'y a jamais d'échec. En fait, je sais pas, mais la raison pour laquelle je ris, c'est la mine qu'il fait quand il s'exprime. Non, mais il y a toute une philosophie autour. Il y a toute une philosophie autour de cette mine. Alors Nelson Mandela a dit il n'y a jamais d'échec, soit on paie ou soit on apprend. Voilà, donc c'est-à-dire la chose même la plus négative, mais il faut en tirer profit. Regardez Caniveau. Les gens sont là à Caniveau, on verse l'eau ça. Mais il y a quelque chose de positif dedans. Est-ce qu'il y a Caniveau, l'eau ça, est-ce qu'il n'y a pas Grenu dedans? Il n'y a pas Grenu dedans. Hein? Et c'est très bon, les grenouilles aux frites. Non, il y a Grenu dedans, il y a Goubama et Grenu, donc il y a quelque chose de positif dedans. Voilà, il y a quelque chose de positif dedans, je dirais. J'ai déjà mangé des grenouilles frites, c'est très très bon. Mais c'est quitter dans le caniveau l'eau sale, c'est la philosophie. Et voilà. Donc ça veut dire qu'il faut, même quand on échoue, c'est le sourire. Vous voyez, il faut pas, quand on échoue, on est... Non, on échoue. Oh, quel échec, je viens d'échouer, mais qu'est-ce que j'en tire profit? C'est le plus important. Comment appréhender la chose? Comment appréhender l'échec? C'est le plus important. Même, je n'ai jamais encouragé l'immigration clandestine, la migration clandestine. Les Noirs qui vont, les Africains, nos jeunes frères qui vont, je n'ai jamais encouragé ça. Mais quand ils vont, c'est déjà fait, ça est déjà là. Mais il faut en tirer profit. Tu as nagé pour arriver quelque part. Prends l'argent, retourne au pays, investis. C'est clair. Merci beaucoup. C'est clair. Franchement,
Après ça, il n'y a plus rien à dire. Franchement. Allez, la suite. Merci beaucoup, docteur Philo. La suite, c'est maintenant vous. C'est vous qui allez nous dire ce que vous en pensez. On est toujours en harmonie avec le sujet de ce jour. La question qu'on vous a adressée, c'est quelle est votre plus grande peur dans la vie? Et c'est Pattern Assemian, le boss de la question. Chris Pattern Assemian, c'est votre opinion. Et salut Jean-Michel. Il existe en chaque être humain des peurs les plus insidieuses, les peurs les plus cachées qui trouvent les racines au plus profond de nous-mêmes. Quelle est votre plus grande angoisse dans la vie? La peur de se tromper de destin? En d'autres termes, quelle est votre plus grande peur dans la vie? Votre opinion nous intéresse et nous sommes à la Riviera Mbadon. Je ne veux pas échouer dans ma vie. Voilà, en tout cas, je ne veux pas échouer, faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Et puis vraiment, mes parents sont tellement pauvres que je vais les enlever de la pauvreté. Ça, je ne pas être à la hauteur de mes attentes parce que tout le monde aspire au bonheur, à la réussite. Hein. Donc, quand il y a l'échec qui survient, ça démoralise en fait. J'ai peur de l'échec parce que je ne peux pas être peut-être à la hauteur de ce qu'on me demande de faire. Et quand je sors le matin, je prie toujours le Dieu Tout-Puissant qui nous regarde. Bon, je lui demande de m'aider à surmonter ce que je vais faire ou bien de m'aider aussi à atteindre le but de ce qu'on me demande de faire. Effectivement, j'ai très peur de l'échec. Parce que l'échec, c'est pas beau. L'échec, c'est un truc qui diminue l'homme. Parce que quand on échoue dans la vie, c'est pas bon. Nous avons tous des objectifs qu'on veut atteindre. Alors quand on échoue, non seulement ça fouette notre orgueil intérieur, ça fouette notre orgueil et puis ça fait que, en tout cas, ça nous coupe, ça nous bloque certains chemins. Et selon le président sud-africain Nelson Mandela, si nous sommes libérés de notre peur, notre présence suffit à libérer les autres. Et c'est sur cette citation que je vous retrouve, Jean-Michel. À vous le studio. Merci Chris Pattern Assemian. Chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression de regarder un reportage du JT. C'est pas mal, c'est bien. Allez, Pattern, en filigrane, nous avions, en écoutant tous ces contributeurs, on va les appeler comme ça, qui donnaient leur opinion, en filigrane, il y avait cette idée de brider ses peurs pour atteindre ses objectifs. C'est un peu aussi, disons, l'un des éléments de l'histoire de notre invité, Philippe Simo. Vous êtes issu d'une famille modeste, vous avez vécu dans le strict minimum, 2 échecs au bac C avant d'y réussir pour la 3e fois, DUT en logistique et transport au Cameroun avant de vous envoler pour la France avec toutes les économies, c'est bon de le préciser, toutes les économies de votre maman pour financer vos études là-bas. Voilà. Vous avez décroché heureusement un diplôme d'ingénieur en génie logistique. Vous êtes là pour nous parler de votre histoire avec plein de leçons à l'intérieur. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Alors, quelles étaient les images de votre enfance? Alors, paradoxalement, j'ai de très bonnes images de mon enfance, parce que ce qui peut sembler paradoxal, c'est que malgré les difficultés dans lesquelles on vit en Afrique, on a beaucoup de joie, parce que finalement, on savoure les choses simples de la vie, le plaisir de jouer pieds nus, le plaisir de jouer sous la pluie, au foot, le plaisir de jouer avec des ballons en carton, ce n'est pas des vrais ballons, le plaisir de courir dans la rue, de manger des beignets, haricots. Vraiment, je garde de très bons souvenirs de mon enfance, malgré les conditions modestes. Avec un regard aujourd'hui lointain qui peut sembler Est-ce qu'il n'y a pas eu parfois ce regard aussi, ce sentiment, cette envie de se comparer aux autres et se dire, bon, moi, j'ai pas ceci, mes parents n'arrivent pas à me donner cela. Vous savez que ça arrive quand on est petit. Oui, mais alors, je n'ai jamais pris ça négativement parce que j'ai toujours su que mes parents ne me donnaient pas certaines choses parce qu'ils ne pouvaient pas me donner ces choses. Ce n'étaient pas des parents qui avaient refusé de me les donner, c'était juste qu'ils étaient dans l'incapacité. Avec les moyens qu'ils avaient, ils s'assuraient que l'on ait l'essentiel pour eux, qui était une éducation. Le reste, les jouets, les cadeaux, les gadgets, c'était accessoire. Quand il y avait, c'était bien. Quand il n'y avait pas, c'était bien aussi. Et ça, vous l'avez compris tout seul ou parce qu'il prenait le soin de vous l'expliquer? Alors ça, il le disait de toutes les façons, hein, il ne cessait de le dire, mais ça fait quand même mal, hein, parce que parfois tu as l'impression que « Ah, mais ça, c'est pas très cher, on aurait quand même pu ». Après, tu te rappelles que tu n'es pas le seul enfant. Vous étiez combien dans la famille? On était 4. D'accord. Donc vous êtes 4 et tu n'es pas le dernier. Donc, tu as eu ton heure de gloire quand tu étais petit. Maintenant, tu comprends que le plus petit est peut-être plus de choses. Okay. Alors, à partir de quel moment vous vous dites « Je n'ai pas droit à l'échec dans ma vie »
En fait, je crois qu'un des moments fondamentaux pour moi va être le départ de ma grande sœur en Europe. Parce que quand elle est partie en Europe, elle est partie beaucoup plus jeune que moi, elle est partie ado. Et donc, du coup, j'ai vu comment, après son départ, la situation financière à la maison est devenue très difficile. Parce qu'il fallait lui envoyer de l'argent pour qu'elle puisse payer son loyer. Elle était encore mineure, donc travailler, c'était impossible pour elle. Et donc, j'ai vu mes parents vraiment se saigner, stresser. Tirer les cheveux. Réduire drastiquement le rythme de vie à la maison. Déjà, on n'avait pas beaucoup, mais là, ça devenait encore plus petit. Et ça m'a fait comprendre. Le nombre de repas par jour diminuait. Peut-être pas le nombre de repas, mais la qualité du repas. À ce sujet, j'ai un ami qui me racontait une fois que, quand ils étaient petits, parce qu'ils étaient nombreux à la maison, chez grand-mère, et donc, pour faire face à la difficulté de leur donner la nourriture consistante, la grand-mère mettait beaucoup de piment dans la sauce. Donc chaque fois qu'il mangeait, il buvait beaucoup d'eau. Le temps de réaliser, il était déjà rassasié. Voilà. Désolé. Hein. Non, il y a des souvenirs d'enfance comme ça. C'est marrant, c'est drôle. Non, c'est drôle. Allez, on continue de vous écouter. Oui, et donc effectivement, donc, cette situation de ma sœur m'a beaucoup interpellé quand même, parce que je me suis rendu compte que aller à l'étranger, c'était pas un jeu. C'était très exigeant. Voilà, ça demandait beaucoup d'exigences. Et je m'étais promis justement que, d'un, je n'irai jamais en Europe clandestinement, parce que c'est trop difficile. Et de deux, si j'y vais, il faudrait que je ne sois pas une charge pour mes parents. Parce que, ayant vécu cette situation de l'intérieur, je ne voulais surtout pas perpétuer ça. Surtout pas. Et puis, il y a eu 2008, l'année de votre départ en France. Oui. Je le disais en ouverture. C'est l'année où maman a rassemblé toutes ses économies pour vous permettre de réaliser ce rêve. Oui. Qu'est-ce qui a décidé à faire ça? Quand on sait qu'on est... Enfin, on a un budget modeste, il y a des risques qu'on ne prend pas. Pourquoi? Comment avez-vous réussi à la convaincre de le faire? Alors en fait, je crois que beaucoup plus que moi, ma mère est la personne qui a le plus cru en moi en fait. C'est peut-être mon parcours académique qui lui a fait comprendre que cet enfant-là, il a peut-être quelque chose de particulier. Et comme cette porte-là s'ouvre, parce qu'il faut aussi le dire, mon départ en France a surpris même ma propre mère, puisque avoir un visa pour études au Cameroun pour aller vers la France, c'est souvent le parcours du combattant. Et vous étiez lancé tout seul? Je me suis lancé dans l'aventure en consultant ma grande sœur qui m'avait aidé à faire les dossiers, à trouver une école d'ingénieur, ainsi de suite. D'accord. Et donc, quand j'ai postulé pour le visa, ma mère me l'a dit des années après, mais elle pensait qu'on me refuserait le visa, en fait. En fait, elle souhaitait que ça échoue. C'est pas qu'elle souhaitait, c'est que pour elle, c'était le chemin normal. Comme je ne l'avais pas corrompu, comme on n'avait payé personne pour nous aider à avoir le visa, c'était normal que je ne l'ai pas. D'accord. Et donc, à partir du moment où je l'ai eu, elle a été face à un dilemme. Le plus difficile est fait. Il fallait affronter et il faut accompagner cet enfant. Et il a dû casser sa tirelire. C'est ça. Ok. Vous êtes allé en France, les choses se sont bien passées? Plutôt oui. Alors, il y a eu beaucoup de surprises au début parce que l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Hein. C'est très différent. Les gens sont très froids. En plus du froid qu'il y a à l'extérieur, les gens sont très froids. C'est très, très différent. C'est très individualiste, contrairement à la société africaine. Donc, j'ai dû apprendre cette nouvelle culture dans laquelle il n'y a pas du tout les mêmes codes. Sachant qu'il n'y avait personne pour pouvoir m'accompagner pendant les études, il fallait en plus de la culture, parce que c'est des repas totalement différents. Tout est très différent. Il fallait se familiariser à ça, et en plus, avec la difficulté des études, parce que c'est un système éducatif différent, il fallait apprendre tout ça. Et derrière, la pression quand même de se dire, maintenant que je suis là, je n'ai pas le droit de devenir un boulet pour ma famille. Il faut que très rapidement, je puisse me prendre en charge. Donc ça m'a forcément influencé dans les choix que j'ai faits quand je suis arrivé en France. Est-ce que ça vous a poussé à faire des sacrifices personnels? Oui, mais pour moi, ce n'était pas vraiment des sacrifices. C'est-à-dire que ce que tu ne connais pas ne te manque pas. J'ai jamais vécu du moins jusqu'à là, j'avais jamais vécu dans l'opulence. Donc, ce n'était pas comme si ça me manquait tellement d'être quelqu'un. Parce que moi, pendant mes études, je ne suis jamais allé en boîte de nuit. Je veux dire, je n'avais pas de copine. J'étais là pour étudier. Vraiment, attendez, c'est parce que vous saviez que vous n'auriez pas suffisamment d'argent que vous ne vous parce que je savais que pas ces loisirs. Non, parce que je savais que tout ça peut attendre. D'accord. Je savais que si je commençais à m'embrouiller avec ça, je pouvais perdre de vue mes objectifs. Et surtout que pendant que j'étais à l'école, je voyais d'autres enfants s'amuser à vivre une vie un peu déconvenue et parfois se faire renvoyer et causer de grands stress à leurs parents qui se voyaient avec des enfants pour lesquels ils avaient mis des millions pour les envoyer en Europe, revenir en Afrique sans diplôme. Donc je ne voulais pas être dans ce cas. Jean-Michel. Une question je viens de noter un élément de sagesse baoulé dans l'attitude de notre invité. Il dit, Baoulé dit, à côté tigné, il y a un bossoir à Kyolio. C'est-à-dire que la tête de poulet
ça ne vaut pas grand-chose. Recevoir un coup de poing, c'est vraiment disproportionné. Alors, traduction en français facile. Oui, il savait sa place. Il savait sa place. Il savait qu'il ne pouvait pas prétendre à certaines choses compte tenu de sa position. Et il était conscient, il était sage. Ah, il a été sage donc dans cette période. Ok. Alors, je voulais savoir, Cassandra, cette rigueur-là, sur quoi elle a débouché? Plus tard? Oui. Ah, je suis très content parce que au final, ça m'a permis de vivre simplement, de continuer d'apprécier les choses simples et d'aspirer à plus. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire que la première des compétences vers l'enrichissement, c'est l'épargne. C'est la compétence sans laquelle il est impossible de bâtir quoi que ce soit. Et quand on a vécu dans des conditions difficiles, en réalité, on est habitué à vivre de manière serrée. Sans que ça ne pose problème en réalité. Parce que quand je parlais de mon enfance, je n'ai pas souffert du fait que je n'avais pas une PlayStation ou une Game Boy. Ça ne me gênait pas du tout, au contraire. Je préférais jouer dans la cour avec des copains le soir. Mais vous étiez bien conscient du statut social de la famille? Oui, tout à fait. Après, c'était un statut social normal, parce qu'il faut le dire. Je veux dire, les familles riches en Afrique, elles ne sont pas très nombreuses. Hein. Donc, en général, dans les quartiers, les enfants riches, on les connaît. Donc, du coup, même quand tu le vois sortir de sa barrière, tu vois bien que, même si à ses vêtements et autres, on ne joue pas dans la même... C'est pas pareil. Et on a grandi avec ça. C'est pas le même mercato. Voilà, on ne joue pas le même mercato. Du tout. Mais ça n'empêche quand même pas que, au fond de toi, tu te dis... ce serait quand même bien que mes enfants ne vivent pas les mêmes galères que moi. Il y a du positif dedans, mais si je pouvais éviter certaines choses, ce serait bien. Ok. Mais après, vous avez eu le temps d'avoir une copine, de sortir un peu, vous éclater? Ma copine est devenue mon épouse, oui. Ah d'accord, c'est bien. Alors, votre premier salaire en qualité d'ingénieur, parce que vous avez fini avec un diplôme d'ingénieur en génie logistique. Non, génie industriel en fait. D'accord, ingénieur industriel oui, voilà. de l'université de technologie de Troyes. De Troyes. Et votre premier salaire, c'était 2000 €. Ouais, tout allait bien, vous contentiez de ce salaire jusqu'à un jour de déclic? Oui, parce que je considérais que c'était quand même bien quand je convertissais en francs CFA. Ça, c'est l'erreur qu'on fait. Elle est bien parfois, parce qu'elle t'empêche de dépenser beaucoup. Parce que quand tu convertis en francs CFA, tu trouves tout cher en Europe. Donc du coup, tu n'achètes pas grand-chose. Ça te fait faire des économies. Mais après, par contre, quand tu commences à toucher ce genre de somme, le piège, c'est que tu te dises, ah, finalement, c'est beaucoup aussi. Parce que tu compares ça en francs CFA et tu te dis, mais 2 millions, c'est 1,3 million, c'est un salaire de directeur général. Et même beaucoup de directeurs généraux n'ont pas cette somme-là. Donc tu te dis, en fait, très jeune, en fait, je commence à gagner des sommes que même mes parents n'ont pas gagnées. Et donc, du coup, oui, effectivement, ça pouvait sembler beaucoup. Mais à ce moment-là, j'ai quand même eu un conseil de mon père, il faut le souligner, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a dit, écoute Philippe, je te conseille de maintenir ton rythme de vie étudiant pendant 1, voire 2 ans. J'ai respecté ce conseil pendant plus de 5 ans. Super. L'intérêt que ça a eu, c'est que j'ai continué de vivre très simplement. Je payais un loyer très bas et donc par mois, je parvenais à économiser des sommes plutôt conséquentes. C'était combien votre loyer? Oh, mon premier loyer, quand j'ai terminé mes études, était de 320 €. D'accord. Et vous avez maintenu j'ai vécu dans cette chambre d'étudiant pendant plus de 5 ans, oui. Okay. En dépit de toutes les moqueries des copains qui me disaient de déménager parce que j'étais très chiche. D'accord. Allez, on va maintenant prendre une question cette fois-ci, pas du bureau de Paulus, mais plutôt de Paulus qui a empêché, donc de Paterne, Chris Paterne-Assémian. Jean-Michel, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, Paulus étant alité obligé de garder le lit pendant quelques jours. Mais rassurez-vous, on sera là pour donner l'avis des internautes sur cette émission. Alors, nous avons retenu 3 interventions, 3 réactions. Celle de M. Michel Sankara. Il demande à notre invité quelles sont ses méthodes pour être toujours au sommet. Et puis, Idriss Tal dit l'échec est à l'origine du manque de confiance et aucun enfant n'est parvenu à marcher sans tomber. Ne pensez-vous pas que l'échec peut permettre de rebondir? Et la dernière intervention est celle de Simplice Yao. Il dit si chaque jour l'on se nourrit de pensées positives, il n'y a pas de place à l'échec dans notre vie. D'accord. Merci beaucoup, Chris Paterne. Monsieur Philippe Simot, vous avez enregistré les quelques questions posées par nos internautes. Que répondez-vous? Alors, pour la première question, quel est mon secret? C'est le travail intelligent. Pas juste le travail. Parce que beaucoup de gens travaillent très dur et ils n'ont pas de résultats.
Il ne suffit pas de travailler très dur, parce que sinon, ce seraient les personnes qui ont des métiers de manœuvre, par exemple, qui gagneraient le plus. Or, c'est bien le contraire. Il faut ajouter de l'intelligence et de la stratégie au travail. La deuxième chose, c'est que je crois en moi. Je crois que les personnes qui ont eu des résultats beaucoup plus grands, beaucoup plus exceptionnels, n'étaient pas des fantômes. Ils avaient une tête, un cerveau, 2 mains, 2 pieds comme moi, et qu'ils ne sont pas plus intelligents que moi, parce que je pense que personne n'est plus intelligent que moi et que je ne suis plus intelligent que personne. Des gens ont des résultats différents des miens parce qu'ils travaillent simplement différemment de moi. Donc si je travaille aussi et que j'applique les mêmes principes, il n'y a pas de magie, j'aurai des résultats. Travail, intelligence, c'est aussi nécessaire pour sortir des publicités qui poussent le public à aimer, consommer un produit. On y va. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. C'est midi en direct sur RTI1, nous sommes de retour, merci de nous suivre mesdames et messieurs, bon déjeuner à tous et à toutes avec nous, notre invité de ce jour Philippe Simot, un entrepreneur, un jeune entrepreneur en pleine réussite qui a fondé tout son parcours, sa vie, son mécanisme de travail sur cette idée, je n'ai pas droit à l'échec. Et on peut dire que ça vous a vraiment réussi, mais est-ce que vous avez eu des échecs tout de même, très honnêtement, en tant qu'entrepreneur dans vos activités? En général, c'était dû à quoi, surtout? Il faut savoir ce que l'on appelle échec. Pour moi, échec, c'est quand tu arrêtes de courir. C'est normal que pendant que tu sois en train de courir, que tu aies mal, que tu trébuches. Oui, j'ai eu bien évidemment des moments dans ma vie dans lesquels j'ai trébuché. J'ai même beaucoup trébuché et heureusement que j'ai trébuché. Parce que comme j'aime souvent le dire, aucun enfant n'apprend à marcher sans tomber. Si quand un enfant tombe, quand il apprend à marcher, quand on lui dit « Ouh là là, c'est trop difficile, reste assis, c'est bon », ce serait catastrophique. Tout à fait. Et pourtant, cette mentalité que l'enfant a, qui est d'apprendre les choses au travers de la difficulté, c'est pareil pour apprendre à parler. Il fait des erreurs pendant son apprentissage et on le corrige. En réalité, en grandissant, on a transformé le rôle de l'échec. Le rôle de l'échec est salutaire pour quiconque veut arriver quelque part. Parce que l'échec, en fait, c'est juste une alerte pour te dire « tu n'es pas au bon endroit, il faut revenir de tel autre côté ». De nos jours, on a fait de l'échec quelque chose de honteux, de telle sorte que quand quelqu'un est en situation dans laquelle il n'a pas un bon résultat, il stresse, il ne veut pas se lancer. D'ailleurs, même beaucoup de gens aujourd'hui évitent de se lancer parce qu'elles ont peur d'échouer. Vous vous êtes lancé avec de l'audace, vous avez investi dans l'agrobusiness, l'immobilier, le foncier, l'e-commerce, l'infoprenariat. Et moi, j'insiste sur cette question-là. Quel type d'échec avez-vous fait? À quoi c'était dû en tant qu'homme d'affaires ou entrepreneur? Prenons un cas de figure très simple. Moi, j'ai eu beaucoup d'échecs parce que je n'avais pas de formation. Et je pense que beaucoup d'Africains échouent comme ça parce qu'ils ne se forment pas. Personne ne peut aller se faire opérer par un médecin qui ne s'y connaît pas du tout en chirurgie. Et pourtant, des gens pensent que l'entrepreneuriat, ça s'improvise. Il faut se former à l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, moi, comme beaucoup de personnes, je me suis lancé au début dans beaucoup d'activités sans aucune formation dans ces domaines-là. Et donc, je me suis retrouvé à perdre beaucoup d'argent. Par exemple, dans l'acquisition de terrain, je me suis fait rouler dans la farine à plusieurs reprises parce que j'ai acheté des terrains parfois même à des gens qui n'avaient même pas leur nom sur les documents pour vendre les terrains. Voilà. Ouais, on a reçu des cas comme ça ici. Voilà. Vous êtes aujourd'hui connu grâce à une chaîne YouTube qui s'appelle Investir au pays, qui a 125 000 abonnés. Ouais. Qu'est-ce que vous y faites? C'est quoi votre... Aujourd'hui, à quel problème de la communauté vous attaquez? C'est quoi votre philosophie en faveur maintenant de la jeunesse ou du continent africain? Alors, mon objectif, c'est de dire aux jeunes que l'Afrique, c'est comme... J'ai bien aimé cette image-là. L'Afrique, c'est comme quelqu'un qui est assis sur une chaise en or et qui mendie. C'est ça, les Africains. On est assis sur un continent immensément riche et on est quand même les derniers dans beaucoup de domaines. Et il faut que ça change. Et au travers de ma chaîne, mon but, c'est de dire aux gens, regardez ce que je fais, regardez ce que d'autres font, parce que je fais passer des entrepreneurs sur ma chaîne, pour leur dire, toi aussi, tu peux le faire. Parce que s'il a pu le faire en partant de là où il est parti, écoute, de là où tu es aujourd'hui, tu es déjà mieux placé que lui, en fait. Il n'y a pas de raison pour que tu ne puisses pas le faire. Donc, ma chaîne a pour but de valoriser le succès, de le vulgariser afin que plusieurs se rendent compte qu'en réalité, rien ne me bloque, en fait. Je peux y arriver. D'accord. Peut-être une... oui. Vous ne restez pas qu'au Cameroun. Pas du tout. Vous avez aussi investi en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous en dire plus?
Oui, bien sûr, parce que l'idée pour moi, c'est de décloisonner l'Afrique aussi. Aujourd'hui, je suis très mal à l'aise quand les gens se revendiquent juste d'un petit bout du continent, sachant qu'en plus, historiquement, c'est que nous n'avons pas décidé que la Côte d'Ivoire serait ça, que le Burkina Faso, le Cameroun. On a un continent, on a les mêmes challenges, et c'est dommage que quand on commence à se parler les uns aux autres, que l'on trouve le moyen de se diviser sur des choses qu'on n'a même pas choisies. Parce que ni vous ni moi n'avons choisi de naître quelque part, ni donc d'avoir une étiquette. Donc oui, mon discours est vraiment aux Africains, parce que ce qui marche et les problèmes du Cameroun sont ceux que je rencontre à Dakar, sont ceux que je vois à Abidjan, à Cotonou, à Bamako et ailleurs. Et comme on nous conseille très généralement en affaires, il faut penser global. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Tout de suite, une autre façon de penser, mais qui est toujours très efficace, celle à l'africaine, avec notre doyen. La minute du doyen, avec le Serge Kassi. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. Très belle mentalité. Moi, je vais demander à tout le monde d'applaudir notre invité. Félicitations. Merci. J'estime, j'ai plutôt le sentiment que l'élément le plus important dans un individu, c'est sa mentalité. C'est elle qui rend riche ou pauvre, fort ou faible, heureux ou malheureux. Cette mentalité même est le produit de plusieurs facteurs. L'intelligence, l'éducation, les expériences, le courage, l'optimisme, etc. Sachons une chose. Alors là, soyons sérieux, appelons ça vraiment. Aucun développement économique ne peut être amorcé véritablement sans une réforme adéquate des mentalités. Tout à fait. Jeunesse ivoirienne, en bon entendeur, salut. Monsieur Philippe Simo. Salut. Voilà, merci. On va vous applaudir très fort et vous raccompagner. Merci d'être passé. Mesdames et messieurs, dans la catégorie des visites surprises, aujourd'hui, nous avons un invité distingué. C'est le ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire. Nous allons tous nous tenir debout pour le recevoir à la hauteur de son prestige. Monsieur Richard Donvaï qui vient nous livrer le bilan de la grande opération nationale. Un jour, 1 million d'arbres. Déroulons-lui un tapis rouge d'applaudissements, mesdames et messieurs. Bonjour, monsieur le ministre. Et voilà. Bonjour, monsieur le ministre. Nous sommes très honorés de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi aujourd'hui. Bonjour. Avec vous, on parle d'une opération qui a un certain impact sur notre nation. Monsieur le ministre, pourquoi cette opération était-elle nécessaire? Et bien évidemment, un jour, 1 million d'arbres. C'était le 15 novembre 2019. Bien, cette opération était nécessaire pour réveiller la conscience des Ivoiriens. Vous savez, nous avons perdu 80% de notre couvert forestier, ce n'est pas rien. C'est dramatique. Et si nous continuons ainsi, si nous n'inversons pas la tendance, nous allons, d'ici 10 ans, à mon avis, on n'aura plus de forêt en Côte d'Ivoire. Donc il était important d'éveiller les consciences de toute la population et faire en sorte que tout le monde participe à cette opération-là. Alors 1 million d'arbres, ce jour-là, c'était vraiment pour marquer le coup et ce n'est que le début. On s'en réjouit en tout cas. 15 novembre 2019, aujourd'hui 26 novembre 2019, 11 jours après, quel bilan vous faites de cette opération qui a mobilisé, il y a eu une forte communication autour, on a mobilisé des personnes anonymes et célèbres. Alors, y a-t-il des satisfactions? Oui, on a utilisé des personnes célèbres comme vous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous avez participé à la campagne médiatique avec des capsules pour vraiment parler à tout le monde. Et d'autres aussi, Didier Drogba, Assalfo, des personnes vraiment qui sont bien connues. Et nous avons pu toucher donc beaucoup de personnes parce que l'opération a été positive. Nous avons planté exactement 1 169 000 arbres ce jour-là. Donc nous avons dépassé le seuil. Mais je pense que quand on fera les comptes exacts, on s'apercevra qu'on a planté encore beaucoup plus parce que beaucoup de planting a été fait
sans pour autant être reporté. Donc nous sommes toujours en train de continuer les calculs. Et la population a bien réagi. Nous avons reçu beaucoup de SMS, beaucoup de photos de personnes en train de planter. Sur les réseaux sociaux, c'est plus de 120 000 personnes qui ont répondu. Donc ça a été une belle opération. Nous en sommes vraiment satisfaits. Tout à fait. Alors, pour en ajouter un peu sur les résultats, nous avons planté, vous avez dit, 1 169 074 arbres, soit 5 845 hectares de forêt reboisée, soit 14 fois la commune du Plateau. Tout à fait, c'est exceptionnel. 129 468 volontaires y ont participé, 30 organisations, 94 200 plants offerts, 20 grands donateurs, 171 établissements scolaires ont planté aussi des arbres en Côte d'Ivoire. Grâce à cette opération, ça a été une très belle mobilisation. 458 sites sur l'ensemble du territoire pour l'opération. Franchement, on vous félicite. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Alors, quel va être le prochain cap en faveur de la forêt ivoirienne? Alors, le prochain cap, c'est... D'abord, il faut savoir que cette opération-là n'est que le commencement, c'est le début. Donc, il faut continuer de planter. On va planter continuellement, de maintenant jusqu'au mois de mai, où on aura les pluies. Et au mois de mai, nous allons lancer une nouvelle opération de 5 millions d'arbres. Et je pense qu'on atteindra facilement cet objectif. Mais en attendant, nous avons au mois de janvier une table ronde des bailleurs de fonds, parce que nous sollicitons l'appui de tous, non seulement des Ivoiriens, mais aussi des partenaires, parce que cette nouvelle politique va coûter très cher. Sur 10 ans, elle va coûter environ 600 milliards de francs CFA, donc il faudra bien les mobiliser. Mais je pense que les Ivoiriens ont déjà compris que c'est notre patrimoine, c'est à nous de le faire d'abord, et c'est ce que nous avons prévu de faire. Mais aussi, il faut utiliser les écoles. Nous avons, au cours de cette opération, vu à quel point les jeunes étaient conscients de la chose écologique. Et nous allons faire en sorte, avec ma collègue de l'Éducation nationale, Madame la ministre Kandia Camara, faire en sorte de rendre obligatoire la plantation d'arbres dans les écoles. Alors, à tous les élèves, bientôt, pour passer en classe supérieure, vous serez obligés de planter un arbre chaque année. Ça, c'est une bonne décision. C'est moi qui ai apporté ce truc-là, voilà, à côté de vous. Le ministre vient sur le plateau, je ne pose pas des questions, mais c'est de la lâcheté, ça, quand même. Alors, je pose quand même... Alors, monsieur le ministre, ma question est la suivante, bien entendu. Donc, quels sont les impacts socio-économiques de cette opération? Alors, les impacts socio-économiques sont directs. Le monsieur le ministre répond à ma question. Hein? Direct. D'abord, vous voyez, pour planter des arbres, il faut avoir des plants. Pour avoir des plants, il faut en produire. Et lorsqu'on en produit, il faut les acheter. Donc déjà, acheter des plants à des producteurs de plants, ça permet de faire tourner un peu l'argent. Ça voudrait dire que c'est un secteur... C'est un secteur d'avenir. Nous allons essayer de faire en sorte que dans toutes les régions, nous ayons des jeunes qui se mettent, et des femmes qui se mettent en coopérative pour être producteurs de plants. Parce que nous avons besoin de 300 millions de plants chaque année. Il y a de l'argent à gagner. Voilà, il y a de l'argent à gagner. Voici des idées d'affaires. Voilà, il y a de l'argent à gagner, il y a du travail à obtenir de cette façon-là et des activités génératrices de revenus. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur le ministre. Et on remercie aussi les jeunes qui vous ont accompagné. U-Reports, ils sont 1 million sur la plateforme. Ils ont participé énormément à cette grande campagne de planting d'arbres à travers la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, nous vous félicitons. Bonne continuation pour tous ces efforts, ces élans, ces initiatives déployées en faveur de la forêt ivoirienne. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Et vous voyez des plans qu'on va vous remettre pour que vous puissiez continuer le travail. Merci beaucoup. Allez, merci. Mesdames et messieurs, on va tous ensemble debout saluer et raccompagner comme il se faut monsieur le ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cassandra Asamoah, c'est Clap Média. Merci. Alors aujourd'hui, le cinéma ivoirien à l'honneur au sommet au Nigeria. 7 prix remportés par la Côte d'Ivoire. Donc 3 prix pour le long métrage Jusqu'au bout avec Ange-Éric Inguessan. Et 3 prix pour la série Les larmes de l'amour avec Maloua Kane. Et le trophée du meilleur acteur long métrage dans D'Errance avec Mike Danone. Et ça mérite bien évidemment un triomphe. Le cinéma ivoirien en pleine effervescence s'impose de plus en plus en Afrique.
Et ça a félicité. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, on part tout de suite avec un court-métrage, Une fleur sur leur tombe, de Yves-Emmanuel Kouadiani, un jeune de 22 ans, acteur, réalisateur ivoirien résident en France, qui parle dans ce film-là de tout ce que les jeunes rencontrent comme difficultés dues à leur peau, à leur couleur noire, les injustices, les bavures policières et bien d'autres sujets qui traitent dans ce film-là. Et aux amateurs et aux fans de La Reine des Neiges, je vous annonce que La Reine des Neiges 2 est en salle. On regarde quelques images et on se retrouve tout de suite. Il était une fois, loin d'ici, au plus haut de la pointe nord, une forêt enchantée. T'es allé dans une forêt enchantée? Oui, c'était un endroit magique. Mais il y a eu un événement tragique. Et depuis, personne n'a pu en sortir et personne n'a pu y entrer. Waouh! Papa, cette histoire est incroyable. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je serai toujours là pour toi. Elsa était un peu bizarre ce soir, non? Pas plus que d'habitude. J'entends une voix. Une voix? Comment ça? Courez vers la falaise! Je vais m'envoler! Je suis là! Arendelle n'est plus en sécurité. Essaie de savoir qui t'appelle. La réponse est peut-être là-bas. Je viens avec toi. Anna, non. Pardon, mais j'ai gravi la montagne du Nord, j'ai survécu au cœur de glace et je t'ai sauvée de mon ex-fiancé. Alors, je t'accompagne, c'est tout. Moi, j'ai pas peur. Mais où est-ce qu'on est, là? Comment êtes-vous entré? La brume s'est levée pour nous. C'est impossible. Où avez-vous appris la magie? Elsa, sors de là! Je t'interdis de me suivre dans les flammes. Alors ne te jette pas dans les flammes. La magie a quelque chose d'irrésistible. Sans ton aide, elle pourrait s'y perdre. On est enfin libéré, délivré. Petit jeu de mots, voilà. Donc dans tous les cinémas de la place, vous pouvez retrouver ce film-là. Et je voulais remercier la boutique Nessiflo qui m'a habillée. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Le message est passé. C'est pas le shopping, hein, comme tu disais, Okay. comme vous le disiez. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors il y a un événement à ne pas rater aussi, c'est un grand rendez-vous de cinéma africain. Tout de suite là, je vous en parle. C'est les Sotigui Awards au Burkina Faso, la 4e édition, c'est le samedi 30 novembre à Ouaga 2000, c'est un beau rendez-vous aussi, c'est une sorte de Oscar ou encore de César du cinéma africain. Il y aura des acteurs qui vont venir de plusieurs pays africains, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire même, de partout le continent, pour cette grande cérémonie. La dernière conférence a eu lieu à Paris à ce sujet pour annoncer la tenue de la prochaine édition qui se tiendra en 2020 en France, donc à Paris. Pour rappel, les Sotigui Awards récompensent les meilleurs acteurs et comédiens du cinéma africain et de la diaspora. Je voudrais saluer Kevin Monet, saluer aussi Edgar Monet, Adianaga François, Gustave Sorgo, et voilà, et toute la grande famille de l'Académie des Sotigui Awards. À bientôt, hein, le samedi, pour ce bel événement. On sera ensemble là-bas. Allez. Bien, ceci dit, acteurs, cinéma, mais aussi musique, tout ce monde-là intéresse notre chère Alissa Zena. Vous la connaissez, rien ne lui échappe. C'est une experte en la matière. On la retrouve juste après le gâteau commercial. SMS au réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Air plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1 dièse. Move, no limit. Zena Alissa Khalil. C'est... Bonjour Jean-Michel, ça va très bien, merci. D'accord. Ouais. Alors cette semaine, nous allons commencer avec Kérosène, Boulevard Équilibre. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Kérosène, on va dire que c'est l'artiste de l'année 2018 et 2019, 2020, 21, 22, tout ça c'est Kérosène quoi. Non mais Kérosène a été primé meilleur artiste chanteur aux distinctions record 2018-2019, meilleur acteur de l'émergence. Mais ça c'est à ovation. Il enchaîne les prix.
faut dire que c'est vraiment l'année de Kérosène. C'est vraiment l'année de Kérosène. Et j'ai lu un commentaire où il y a un fan qui était allé lui demander, mais c'est quoi le nom de ton marabout? Il lui a répondu, psaume, le psaume, je ne me rappelle plus, mais c'était fait de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Mais c'est... Franchement, félicitations à Kérosène. Beaucoup de courage pour la suite parce qu'il y a plus qui arrive devant. Voilà. Avec l'Éternel, on ne chancelle point. Voilà. Alors, on part au Nigeria retrouver cette nouvelle maman de 44 ans qui a donné naissance à des quintuplés. Après 16 ans de mariage, elle n'avait pas d'enfant. Donc elle a eu... 16 ans de mariage? Oui, 16 ans de mariage. Ça peut arriver. Donc du coup, c'est devenu viral au Nigeria. Ils sont en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Elle a eu 2 filles et 3 garçons. Donc, franchement, que dire de plus? Elle me fait ça, elle me fait pardon, ne me pose pas des questions. Mais, si, je vais te poser tout de même la question. Quintuplé Est-ce que vous arrivez à vous mettre dans la tête, par exemple, vous, Cassandra? Non, jamais. Maman de quintuplé. Mais pourquoi non? J'accepte. J'accepte. 5 en même temps, une seule fois là. Oui. Moi, en tout cas, je ne mets même pas ça dans la tête. Non, j'ai pas 5 sacs de riz par mois. Ça va être difficile. En tout cas, c'est tout pour cette semaine, Jean-Michel. Beaucoup de courage à la nouvelle maman entre les nuits blanches, les biberons et les pleurs. 5 fois multipliés par 5. Ah ouais. Beaucoup de courage et félicitations à elle. C'est tout pour cette semaine, Jean-Michel. Merci beaucoup. Alors, ceci dit, Alissar, pour vous qui êtes maman, ça se passe bien? La petite, elle ne fatigue pas trop, elle grandit? C'est un sujet un peu tabou en Afrique, hein, de dire que je suis fatiguée. Ici, c'est normal. Tu dois être fatigué. Donc, du coup, quand je dis à ma mère, je suis un peu fatiguée, mais c'est normal. Il y a des gens qui disent, enfants, ils ne gagnent pas les pouces là-bas. Mais au fait, c'est vrai, tu peux être fatigué parce que là, on ne dort pas. Là, ça va faire 2 ans que je n'ai pas de nuit complète. Mais bon, je suis très contente d'être maman. Ouais, c'est un bonheur. Hein. Doyen Cassie, vous avez combien d'enfants? 4. 4 enfants. Ouais. 2 filles, 2 garçons. Est-ce que vous avez, je veux dire, quand votre épouse portait ses enfants, est-ce que vous en avez galéré aussi? Les nuits blanches, la couche? Non, tout était normal. Tout était normal. Qui faisait tout. C'est madame qui faisait tout. Vous ne l'aidez pas dans sa tâche? Chacun a son rôle. Je trouve ça un peu machiste. Jean-Michel. Non, je pense que vous devrez dire quelque chose. Non, on n'accepte pas. Vous le dites avec une telle sérénité. Je suis désolée, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, les hommes ne veulent pas s'investir. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez préparer aussi, aider à faire le biberon. Oui, je suis révoltée. Ouais, c'est intéressant. On est en mode débat là, c'est cool. On a combien? Ah oui, c'est ok. Philo, docteur Philo. Alors, parlons un peu de vous, Philo papa. Oui, mais attends, sérieusement, je fais mes conneries. Est-ce que c'est sérieux, Philo papa? C'est sérieux? C'est sérieux. Ma fille, il est très consciencieux. À la maison, elle saute sur moi, papa, pour arriver. Mais j'ai un seul souci, depuis un moment, sa maman, elle est là, il chante dans mes oreilles, envoie-moi à la mairie maintenant, envoie-moi à la mairie. Je lui ai dit, attends le prochain enfant, tu auras la chance d'aller. Laisse-le de l'enfant à la mairie. Vous envoyez des débats. Vous allez faire que ça. On n'a pas beaucoup de temps. Non, je suis désolée. En tout cas, franchement, c'était un super moment. On n'a pas l'habitude de faire ça, de causer entre nous comme ça. On peut en faire toute une émission sur le plateau. Merci beaucoup. Je voudrais aussi saluer mes amis de YouReport. Bravo pour le bon travail que vous avez fait. Ils ont participé énormément à la campagne de planting d'arbres. On vous embrasse très fort. Merci aussi à nos amis de l'institution universitaire technologique EDIST d'Afrique avec M. Fernand Aimé. Vous êtes venus nous saluer, merci beaucoup. L'association des jeunes de Gouin-Pleu-Tampouis-Mans avec M. Fé Dion Pacom en leader. Et puis, on n'oublie pas, c'est impossible d'oublier, nos amis de l'Université du Maghreb, conduite par mademoiselle Ngoran Fabienne. Voilà, le merci. Ok, c'est pour moi ça? Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. D'accord, merci.
D'accord. D'accord, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Allez, mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de vous présenter cette émission. Merci autour du plateau, au doyen, à Philo, à Cassandra, à Alissa. D'accord. Et puis, voilà, on vous embrasse. Merci à Nessiflo. Demain, c'est Jessica Bamba jusqu'au bout de la semaine. Nous, on vous dit merci. On vous souhaite une excellente journée. Et puis surtout, on vous souhaite beaucoup de bonheur. C'est un plaisir de vous servir. Voilà. Au revoir.